Pourquoi les entreprises seraient plus sensibles à la vulnérabilité qu'au handicap? Parce que la vulnérabilité, en fait, aujourd'hui, c'est un coût caché énorme. C'est-à-dire que on considère que c'est en gros la double peine. C'est-à-dire que quand vous vivez une situation de vulnérabilité à titre personnel, et on voit que les chiffres montrent qu'il y en a énormément, en fait, la plupart du temps, vous le masquez dans l'entreprise. Quand bien même, effectivement, ça a un impact sur l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes en situation de risque dépressif sévère, vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes dans les meilleures conditions pour exprimer vos talents à l'intérieur de l'entreprise. On sait qu'effectivement, ça a un effet sur vous, ça a un effet sur les personnes avec qui vous allez travailler, et ça a même un effet de halo. Donc, apprendre à gérer ce type de situation, que les managers gèrent au quotidien, en fait. Ça va avoir effectivement un effet positif sur l'entreprise, mais pas qu'un effet sociétal, ça va avoir effectivement un effet économique. À ce titre-là, je peux vous relater une expérience d'entreprise qui d'ailleurs intervient dans le cadre du colloque, et pour lequel j'ai été DRH pendant presque 10 ans, qui est Olga, ex-Tribala à Noyal. On avait monté un groupe d'écoute au sein de l'entreprise et on a été surpris au travers de cette expérience du groupe d'écoute de voir le nombre de situations justement de vulnérabilité qui potentiellement étaient remontées par les collaborateurs parce qu'on créait cet espace de confidentialité où les personnes pouvaient amener leur parole. Et donc ça signifie que finalement les managers avaient à gérer ces situations-là, le gèrent, mais sont relativement démunis sur le sujet en termes de pratiques managériales, voire en termes de partage de ça. Voire même ça crée de l'inéquité finalement au sein de l'entreprise, parce qu'il y aura des managers qui vont gérer certaines situations et d'autres pas. Oui. Donc il y a tout à gagner aujourd'hui à aller investiguer ce champ-là, qui n'est pas un champ facile. Non, qui est un champ vertueux. Parce qu'effectivement, dans ce que vous dites, j'entends que, alors à la fois il y a le collaborateur qui va devoir se livrer, et puis si je reprends des vieux schémas, donc on est au travail, on laisse la maison à la porte du bureau. En revanche, là, ça veut dire qu'on prend la personne dans toute son entièreté et que l'entreprise prend son collaborateur en considération de manière globale, finalement. Alors, on parle des managers, mais les équipes de direction, parce qu'on sait bien que ça commence par les équipes de direction, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour ces équipes de direction d'entendre qu'il va falloir prendre en considération justement toutes ces différences, quelles qu'elles soient, vulnérabilité ou pas, parce qu'il y a aussi l'autre partie des collaborateurs. C'est de toute façon pas facile. Et si ça l'était, je pense qu'il y a longtemps que le sujet serait traité. Donc il y a une vraie difficulté qui est d'abord celle de la prise de conscience, en disant j'ai conscience effectivement de ces situations-là. Et moi-même, de façon très humble, avant d'avoir le groupe d'écoute, quand bien même j'ai une formation de sociologie et de gestion, je m'imaginais avoir une vue relativement juste, effectivement, des situations. Or, j'étais très éloigné de la réalité. C'est-à-dire que du coup, le groupe d'écoute a fait apparaître. Et puis, quand vous commencez à regarder les statistiques, vous dites, bon, ok, je vois que les stats sont assez élevés et je me dis, si vous avez évoqué les troubles bipolaires, on doit dire que c'est 2% de la population, rien que pour ce trouble-là. Donc du coup, quand vous avez un effectif de 1000 salariés, 2%, je vous laisse faire le calcul, mais vous ne pouvez pas dire, en fait, que vous n'êtes pas concerné effectivement par le sujet. Donc il y a d'abord effectivement comment éclairer le sujet et amener à une prise de conscience. Et après, la difficulté qui vient derrière, c'est quelles pratiques je dois faire évoluer pour pouvoir intégrer cette vulnérabilité. La question qui vient assez rapidement, c'est de dire l'entreprise elle gère de la performance, elle ne gère pas de la vulnérabilité. Si je me place au niveau d'un comité de direction, on pourrait avoir cette remarque assez vite. Donc la question, ce n'est pas de gérer
d'accepter toutes les situations. Mais en fait, là aussi, l'expérience du groupe d'écoute montre que si on se situe relativement en amont des situations, c'est-à-dire qu'elles sortent assez vite, on arrive beaucoup plus facilement à trouver des solutions par le collectif. D'accord. Prenons un exemple, j'ai un problème de lombalgie ou j'ai un problème de sommeil qui pourrait m'amener effectivement à une situation d'épuisement. Il existe par exemple sur Rennes la clinique du sommeil avec tout un tas de dispositifs, mais c'est un dispositif qui n'est en l'occurrence pas connu. Or, le collectif justement peut orienter la personne, ça restera son choix, orienter la personne sur ce type d'organisme qui peut l'aider à gérer sa situation. Donc ça, on peut trouver des solutions. L'autre frein, en fait, il est plutôt individuel, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est celui de la séparation privé et pro. Et effectivement, là, il faut laisser le choix aux collaborateurs de pouvoir évoquer ou pas sa situation personnelle. Oui. Et là-dessus, on a fait avec la chaire une étude justement sur la question du vivre ensemble dans l'entreprise, qualitative avec des thésards. Et en fait, ce qui ressort, c'est que les collaborateurs disent qu'eux, ils souhaitent avoir la possibilité de. D'accord. Donc, pouvoir en parler, ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'en parler, mais par contre, si je souhaite en parler, que je puisse en parler. Et pour pouvoir en parler, il faut qu'il y ait un cadre qui permette de poser sa parole. Absolument, parce qu'après, qu'est-ce que font les managers avec ça? Ça veut dire qu'en amont, managérialement, il faut vraiment qu'il y ait une préparation qui soit faite. Parce qu'on a affaire à deux choses, là aussi, enfin, à l'humain, c'est-à-dire qu'on va avoir l'homme ou la femme de la fonction managériale et la femme ou l'homme avec ses croyances, ses freins, ses peurs, etc., et son passé, ça fait écho à certaines situations. Donc, comment est-ce que vous avez des clés justement pour gérer ça, pour leur apprendre à gérer ça et accepter ces vulnérabilités et en faire des forces, parce que ça peut être le cas aussi. Ouais, là, on commence à rentrer dans la question des solutions. Une première solution qui est basique, c'est celui du partage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'en tant que manager, on va être concerné, comment les managers, entre eux, sont capables effectivement de partager sur les situations qu'ils rencontrent. Et à partir de là, comment on peut trouver les solutions? Ça peut être avec l'aide de la RH, l'aide de la direction en fonction de l'entreprise et de sa taille, et de sa structuration. Mais le fait de partager déjà les situations, de ne pas se sentir seul face à la situation est déjà une première étape. Ok. Et par rapport justement aux entreprises qui n'ont pas forcément de DRH, mais peut-être des responsables ressources humaines ou responsables du personnel, si on va plus vers des PME plus petites ou voire des TPE, mais qui ont quand même du personnel. Ça, vous avez fait des études sur ces segments d'entreprise Alors, mon expérience effectivement de l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là montre que l'entreprise, plus elle est petite, en fait, plus il y a une proximité qui fait que finalement les sujets remontent aussi plus facilement. Plus la taille est importante, plus il peut y avoir effectivement une mise à distance. Ça ne veut pas dire qu'on a les solutions, mais en tout cas, il y a plus facilement la connaissance de la situation. Et après, eh bien, on revient sur l'exemple de la chaire. C'est comment on est capable de mettre en commun les solutions et de partager du savoir et des bonnes pratiques.